Alors, avec un peu de retard, la suite du cours que vous préférez, le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis 1919. En accroche, vous pouvez prendre l'exemple du conflit syrien qui concentre l'ensemble des problématiques conflictuelles du Moyen-Orient, puisque l'on a au cœur du conflit syrien la question des ressources, on a au cœur du conflit syrien la mosaïque culturelle et religieuse, avec une mosaïque religieuse et culturelle importante en Syrie, le poids des nationalismes, le poids de l'islamisme et l'intervention des grandes puissances dans le conflit. Et donc, ce sont tous ces facteurs qui font du Proche et du Moyen-Orient une zone extrêmement conflictuelle. Proche-Orient, c'est l'ancien empire ottoman, et donc de la Turquie jusqu'à l'Égypte. Et le Moyen-Orient, c'est une région élargie à la péninsule arabique et à l'Iran. Et on commence à parler de Moyen-Orient à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. 1919, pourquoi cette date? Parce que c'est l'éclatement de l'Empire ottoman. C'est la présence de grandes puissances dans la région et l'origine de nombreux conflits qui continuent à être structurants jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut se demander pourquoi cette région, depuis le début du XXe siècle, est la zone la plus belligérante du globe, selon l'expression de Georges Mutin. Alors dans une première partie, puisque l'on va faire un plan thématique, on va revenir sur les ressources comme cause de conflit de 1919 jusqu'à nos jours, avec deux ressources essentielles, l'eau et les hydrocarbures. Alors d'abord l'eau. Pourquoi l'eau est une ressource potentiellement conflictuelle? Parce que l'eau est rare dans une région qui est aride, voire désertique, et l'eau est de plus en plus rare dans une région qui connaît une assez forte croissance démographique, puisque beaucoup de pays sont encore à la fin de la deuxième phase de la transition démographique. Le partage de l'eau crée des tensions. C'est le cas en particulier après la naissance d'Israël, entre Israël et ses voisins, et les territoires palestiniens. Pourquoi? Puisque c'est l'Agence nationale des eaux israélienne qui contrôle l'eau pour Israël et les territoires palestiniens. Or, le partage de l'eau, nous l'avons vu, n'est pas équitable entre Israël et les territoires palestiniens. L'accès à l'eau est lui aussi inéquitable. Le prix de l'eau n'est pas les mêmes. Et cela cause des tensions qui s'amplifient puisque la dynamique démographique des territoires palestiniens est plus forte que la dynamique démographique d'Israël. Mais la question du partage de l'eau n'est pas problématique uniquement entre Israël et ses voisins, elle est problématique ailleurs dans la région. C'est le cas en particulier entre la Turquie et ses voisins, la Syrie et l'Irak, depuis la création du GAP dans les années 60, qui est un projet d'irrigation de l'Anatolie par la construction de barrages sur le Tigre et l'Euphrate. Cependant, il n'y a pas eu vraiment de guerre pour de l'eau, à la différence des hydrocarbures, ce que nous allons voir dans un deuxième point. Les hydrocarbures sont stratégiques dans la région, et ils sont stratégiques depuis le début de la période. C'est en 1920 que l'on découvre qu'il y a des hydrocarbures dans la région. Et dès 1958, après la Seconde Guerre mondiale, alors que les économies occidentales deviennent des économies très pétrolières, dépendantes du pétrole, eh bien, le Moyen-Orient pèse pour 25% de la production de pétrole mondiale. Et aujourd'hui, les premières ressources pétrolières et gazières au monde sont dans cette région. Voilà pourquoi c'est une région qui est stratégique pour les grandes puissances. Alors, nous allons montrer que si cette ressource est stratégique, elle a été la cause de conflits depuis l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de guerre froide, va s'affirmer un conflit en Iran que l'on appelle l'affaire Mossadegh. Mossadegh est un leader nationaliste qui arrive au pouvoir en Iran en 1951. Alors que l'Iran était traditionnellement un allié du Royaume-Uni qui exploitait son pétrole au sein de l'Anglo-Iranian Oil Company, Mossadegh décide de nationaliser
la production de pétrole pour redistribuer les bénéfices de cette production à sa population dans un développement nationaliste proche du modèle soviétique. Et donc on a là un changement d'alliance de la guerre froide, un Iran qui passe du bloc capitaliste au bloc soviétique. Alors évidemment, les Anglais et les Américains ne l'entendent pas de cette oreille et ils organisent en 1953 un coup d'État pour renverser Mossadegh, et à partir de 1953, le Shah d'Iran revient au pouvoir et à nouveau, le pétrole iranien sera exploité par des intérêts britanniques dans le cadre d'une nouvelle entreprise, BP, British Petroleum, qui est toujours une grande multinationale du pétrole. Le pétrole est cause de conflit, nous le voyons ici, mais instrument aussi d'un conflit. C'est le cas dans les années 70 lors de la guerre de Kippour entre Israël et ses voisins arabes. Les voisins arabes, lors de la guerre de Kippour pour récupérer des territoires annexés par Israël, décident de faire pression sur les alliés d'Israël en réduisant fortement la production de pétrole. C'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, qui le décide en 1973. S'ensuit la crise pétrolière que nous connaissons avec une forte augmentation du prix du pétrole. Enfin, les guerres post-guerre froide, la guerre du Golfe de 1991, sont là encore des guerres où le pétrole est au cœur du conflit, puisque le Koweït était un allié des Américains parce que gros exportateur du pétrole vers les États-Unis. Lorsque l'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït, les États-Unis interviennent au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc à respecter le peuple koweïtien, mais aussi parce qu'il y a des intérêts pétroliers importants dans la région. Donc on le voit, le pétrole est central et le pétrole entraîne l'intervention des grandes puissances dans les conflits du Moyen-Orient, d'abord du temps de la guerre froide et même dans le temps post-guerre froide. Cependant, les conflits s'expliquent aussi par des facteurs humains et des facteurs que l'on peut qualifier de culturels et de religieux. Pourquoi ? Parce que cette région est une mosaïque culturelle et religieuse, et nous allons montrer pourquoi cette mosaïque culturelle et religieuse est conflictuelle. D'abord, en prenant la question religieuse. Vous avez dans cette région du monde tous les monothéistes qui sont représentés, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ces monothéismes ont en plus leur lieu saint au sein de cette région, lieu saint qu'ils partagent parfois entre eux, comme à Jérusalem, qui est lieu saint pour les juifs, pour les chrétiens et pour les musulmans. Alors, ce partage des lieux saints pose problème. La situation de Jérusalem aujourd'hui est une situation problématique à l'échelle d'Israël, entre Israël et l'autorité palestinienne. Mais au-delà de ces tensions entre monothéismes, les tensions les plus fortes sont à l'intérieur même des religions, et en particulier à l'intérieur même de l'islam, qui est divisé en deux branches. Une branche chiite, qui est minoritaire dans le monde musulman, et une branche sunnite qui est majoritaire. Cette branche sunnite a pour cœur l'Arabie saoudite, tandis que la branche chiite a pour cœur l'Iran. Et aujourd'hui, les tensions autour du Qatar, avec l'embargo autour du Qatar, s'expliquent parce que l'Arabie saoudite ne veut surtout pas qu'il y ait d'accords politiques, diplomatiques avec l'Iran, car ils estiment que l'Iran ne doit pas être une grande puissance de la région, au nom de principes stratégiques, mais au nom aussi de valeurs religieuses. Et les groupes terroristes actuels les plus puissants que sont Al-Qaïda ou l'État islamique commettent régulièrement des attentats dans des quartiers chiites des grandes villes du monde arabe et ont commis récemment des attentats à Téhéran contre les chiites pour des principes qui sont religieux, puisque pour les sunnites, les chiites sont des hérétiques qui doivent donc être éliminés. Alors nous voyons mosaïque religieuse qui crée des conflits. Mosaïque culturelle aussi et mosaïque de peuples ethniques qui, elle, encore est à la cause de conflits. Alors, il y a trois peuples importants de la région, le peuple arabe, dans tout le sud de la région, le peuple turc, en Turquie, et le peuple perse, majoritairement en Iran. Mais à l'intérieur de ces peuples, on a aussi beaucoup de minorités. Et jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait un empire
qui était un empire multiethnique, qui était l'empire ottoman, qui finalement permettait aux minorités de vivre ensemble, puisque ce n'était pas un empire construit sur le modèle d'un État-nation, une nation pour un État. Au contraire, c'était un empire plurinational. À la fin de la Première Guerre mondiale, lors du traité de Sèvres de 1920, il est décidé de démanteler cet empire ottoman qui était dans le camp allemand et de le partager entre les puissances victorieuses, en particulier le Royaume-Uni et la France. À partir de ce moment-là, des frontières sont construites à l'intérieur de l'Empire ottoman et même dans les pays voisins, et elles sont construites selon un principe, le principe des États-nations. Une nation pour un État. C'est dans le traité de Sèvres qu'on le fait. Sauf que ce découpage en États-nations ne satisfait pas tous les peuples du Moyen-Orient. C'est le cas en particulier du Kurdistan. Le Kurdistan, à la suite du traité de Sèvres, se trouve partagé entre différents pays, mais on lui promet, dans l'avenir, un État, le Kurdistan. C'est lors du traité de Lausanne de 1923 qu'il est décidé qu'il n'y aura finalement pas de Kurdistan, et donc que ce Kurdistan sera partagé entre la Turquie, entre l'Iran, entre la Syrie, entre l'Irak, et donc Turquie, Iran, Syrie, Irak. Et aujourd'hui encore, il y a des revendications politiques kurdes en Syrie, en Irak, en Turquie, pour obtenir au moins une autonomie, si ce n'est une indépendance. Nous allons maintenant voir dans un deuxième temps qu'il y a un conflit particulièrement structurant au Moyen-Orient, qui est le conflit d'Israël et de ses voisins, et qui est un conflit en partie culturel et religieux. Pourquoi est-ce un conflit en partie culturel ? Parce qu'il faut remonter au début du XXe siècle et à l'idéal sioniste, même à la fin du XIXe siècle, avec Herzl en 1875, qui décrète que le peuple juif a le droit à avoir un État et que cet État, selon l'Ancien Testament, selon la Bible hébraïque, doit être la Palestine. S'ensuit un début de migration de juifs d'Europe à la fin du XIXe siècle vers la Palestine, qui à cette époque-là est majoritairement arabe, chrétienne et arabe musulmane. Pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais font une promesse aux représentants britanniques du sionisme qui est Rothschild. Et cette promesse est la promesse du ministre des Affaires étrangères anglaise, Lord Balfour. Cette promesse est celle de dire qu'à terme, les Juifs auront un État. Et donc, dans l'entre-deux-guerres, les migrations juives vont s'accélérer vers la Palestine administrée par les Britanniques, ce qui va entraîner des conflits entre une branche extrémiste arabe et une branche extrémiste juive qui considèrent tous deux que la Palestine doit leur appartenir. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la situation devient particulièrement complexe, avec des affrontements qui sont de plus en plus nombreux, et le Royaume-Uni décide de donner la Palestine en mandat à l'ONU pour que l'ONU réalise ce partage entre territoire palestinien et territoire juif. C'est dans ce contexte, en mai 1948, que Ben Gurion déclare unilatéralement, c'est-à-dire sans concertation avec les Palestiniens et avec les pays arabes voisins, l'État d'Israël, et qu'il fait son propre découpage. Ce découpage est tout de suite accepté par les grandes puissances, en particulier les États-Unis et l'URSS, avec un sentiment de culpabilité qui était lié à la Seconde Guerre mondiale, mais il est refusé par les pays arabes qui déclarent une guerre à Israël. Et il compte éliminer l'État d'Israël, qui se défend grâce aux armements que lui avaient fournis les grandes puissances à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui parvient à gagner ce conflit avec la paix de Rhodes en 1949. Et lors de cette paix, l'État d'Israël est reconnu officiellement par l'ONU. Alors, dans un premier temps, vont se suivre des années de conflit entre Israël et les États arabes voisins qui ne reconnaissent pas la légitimité de l'État d'Israël. Cette période va durer de 1949 jusqu'à la fin des années 1970 avec les accords de Camp David.
signée entre Israël et l'Égypte. Elle est marquée par deux guerres importantes. D'abord, la guerre des 6 jours de 1967. Lors de cette guerre des 6 jours, Israël intervient contre une coalition arabe formée de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie, au nom de sa sécurité intérieure, et elle occupe de nombreux territoires arabes voisins, le Sinaï, le plateau du Golan, et les 2 territoires palestiniens, Gaza et la Cisjordanie. À la suite de cette guerre de 6 jours, les États arabes se sentent humiliés, c'est une forme de fin du rêve pan-arabe, et une grande partie des Palestiniens sont forcés d'immigrer vers les pays voisins face à l'occupation militaire de leur territoire. Pour tenter de récupérer ces territoires occupés, est décidée en 1973 une guerre éclair contre Israël par une coalition arabe formée de l'Égypte et de la Syrie, qui cherche à récupérer Sinaï et plateau du Golan. C'est la guerre de Kippour. Pour faire pression sur les Occidentaux, les pays de l'OPEP décident, comme nous l'avions dit au début du cours, de fermer le robinet du pétrole pour faire augmenter matériellement le prix du pétrole. Là encore, c'est une victoire israélienne, mais à la suite de cette victoire israélienne, s'ensuit des négociations pour faire une paix entre Israël et les États arabes voisins. Et effectivement, nous allons avoir dans les années 70 une suite de négociations politiques avec, par exemple, les accords de Camp David signés avec l'Égypte entre 1970 et 1980, puis en 1994, les accords avec la Jordanie. Cependant, ces accords avec les pays voisins n'entraînent pas la disparition d'un autre conflit à l'intérieur d'Israël, qui est le conflit israélo-palestinien, la question de la Palestine. La question de la Palestine commence dès 1948, mais elle s'accentue dans les années 60, en particulier avec la guerre de 6 jours, puisque c'est dans les années 60 que va s'organiser en Palestine et dans les camps palestiniens à l'extérieur de la Palestine, une lutte armée dans le cadre de l'OLP, Organisation de la Libération de la Palestine, qui est formée par Yasser Arafat en 1964. Les attaques contre Israël vont s'intensifier dans les années 60, 70. En 1980, il va y avoir un nouveau cycle de violence avec ce qu'on appelle la première intifada. Et avec la chute de l'URSS, les États-Unis vont tenter de mettre fin à ce conflit par des négociations que l'on appelle les accords d'Oslo, qui durent de 1993 à 1995. Et en 1995, les accords d'Oslo donnent espoir d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Pourquoi ? Parce que du côté palestinien, Yasser Arafat accepte de dissoudre la charte de l'OLP et donc d'abandonner la lutte armée contre Israël au nom de la création future d'un État palestinien et dans un premier temps d'une autorité palestinienne, donc d'une reconnaissance politique de la Palestine. Et donc de son côté, Israël, par l'intermédiaire de Yitzhak Rabin, propose cette reconnaissance politique de la Palestine avec la création d'une autorité palestinienne, donc la fin de l'occupation systématique des territoires palestiniens par l'armée israélienne. Cependant, cet espoir de paix est vite mis à mal par les extrémistes des deux côtés, puisqu'à la fin des années 80, en 1987, en Palestine se développe une nouvelle organisation politique et militaire qui est le Hamas, et qui refuse toute négociation avec Israël. Et du côté israélien, une partie de la droite israélienne est contre également toute négociation avec la Palestine. Et d'ailleurs, Yitzhak Rabin sera assassiné quelques années plus tard par un extrémiste israélien. Et donc, depuis les années 2000, une deuxième round, une seconde en 2002, une seconde intifada a été lancée avec un apaisement, puis une reprise des violences en 2005, puis un apaisement, et en 2015 la guerre des couteaux. Et aujourd'hui nous semblons assez loin du règlement de la question palestinienne, puisque
De son côté, le Hamas reste le pouvoir majoritaire dans les territoires palestiniens. Et du côté d'Israël, ils ont la politique de coloniser la Cisjordanie, c'est-à-dire de créer des territoires israéliens à l'intérieur même de la Cisjordanie, ce qui fait qu'aujourd'hui la Cisjordanie est extrêmement émiettée et il n'y a même plus deux entités palestiniennes, mais il y a une myriade de petites entités palestiniennes qui n'ont pratiquement plus de contact entre elles. Donc là, on le voit, on est dans un conflit qui est en particulier culturel et religieux à l'origine, le partage des terres entre Palestiniens arabes et Palestiniens juifs, mais un conflit qui a des répercussions régionales avec l'intervention des pays arabes voisins et internationales avec l'intervention des grandes puissances et en particulier des États-Unis qui ont tenté de régler ce conflit israélo-palestinien sans grand succès. Alors, autour de la question palestinienne se pose la question de l'État. Et les États sont une autre cause de conflit dans la région parce que ce sont souvent des États qui sont fragiles, car récents. Et cette fragilité des États est source de conflits. Alors, effectivement, il y a d'abord des conflits qui sont liés au développement du nationalisme dans les États, d'abord contre la domination occidentale, puis contre les voisins. Donc dans un premier temps, il faudrait revenir sur la situation de la lutte pour la décolonisation dans l'entre-deux-guerres et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'entre-deux-guerres, nous l'avons dit, l'Empire ottoman est partagé entre les grandes puissances victorieuses dans des mandats, la France à la Syrie, le Liban, le Royaume-Uni à l'Irak, à également la Palestine, possède l'Égypte jusqu'au milieu des années 20. Dans ce contexte de domination coloniale, il y a des revendications. Notamment, il y a une guerre en Syrie, juste après le traité de Sèvres, pour la reconnaissance du nationalisme syrien. Après la Seconde Guerre mondiale, il reste encore des conflits de décolonisation dans ce Moyen-Orient. C'est le cas en particulier de la situation stratégique du canal de Suez. L'Égypte est indépendante depuis 1922. Cependant, le canal de Suez est toujours possédé par une compagnie franco-anglaise d'administration du canal. Et lorsque Nasser arrive au pouvoir en 1954, au nom du nationalisme égyptien de Nasser et de son penchant soviétique dans la guerre froide, il veut nationaliser le canal contre les Français et les Anglais. Va s'en suivre une intervention franco-anglaise et israélienne en octobre 1956 qui se traduit par le retrait de la France et de l'Angleterre qui n'ont pas été soutenus par la Russie et les États-Unis. Deuxième cause de conflit, le développement du nationalisme pendant cette guerre froide. On a un fort développement du nationalisme dans les nouveaux États décolonisés. C'est le cas, nous l'avons dit, dans l'Égypte du colonel Nasser, qui a comme projet de créer un grand État arabe qui irait du Maghreb, du Maroc, jusqu'à l'Iran, incluant l'ensemble de la péninsule arabique. D'autres pays qui ont développé ce nationalisme durant l'entre-deux-guerres vont aussi adopter ce modèle nationalisme avec un regard bienveillant, voire un soutien direct de l'URSS. C'est le cas de la Syrie, avec le développement du mouvement baathiste, et c'est le cas de l'Irak de Saddam Hussein, avec là encore le développement du mouvement baathiste. Cependant, ces régimes nationalistes qui ont des idéologies assez proches, créer des grands États arabes, mettre en place un État socialiste en lien avec l'URSS, ont des rivalités nationales entre eux, ce qui les pousse dans des conflits. C'est le cas en particulier du grand conflit Iran-Irak de 1980 à 1988. L'Iran, qui est à la fois nationaliste et islamiste, attaque l'Irak de Saddam Hussein, qui n'est pas jugée suffisamment religieuse. Ce conflit nationaliste et islamiste dure 8 ans et fait 1 million de morts. Mais c'est aussi un conflit de grande puissance, puisque l'Irak sera soutenu par les États-Unis et l'URSS à ce moment-là, tandis que l'Iran sera soutenu par la Syrie,
qui était baathiste comme l'Irak, mais voisine de l'Irak, qui était en conflit indirect avec l'Irak. Troisième source de conflit, la montée de l'islamisme au Moyen-Orient. L'islamisme au Moyen-Orient est extrêmement ancien. Il date des années 20 et du mouvement dit des frères musulmans, qui est un mouvement qu'on pourrait qualifier de tiers-mondiste et aussi un mouvement indépendantiste qui lutte contre la décolonisation. Mais c'est réellement dans les années 1970 et en particulier en 1979 avec la révolution iranienne de Khomeini que l'islamisme entre sur la scène internationale puisque l'Iran renverse le Shah pour mettre au pouvoir un ayatollah, un chef religieux qui est l'ayatollah Khomeini et qui crée la première république islamique du monde. Cette république islamique, même si elle est chiite, elle va servir de modèle au développement de l'islamisme dans la région à partir des années 1980. L'islamisme, c'est quoi? C'est une idéologie et c'est un projet politique et social de construire un État sur les bases de l'islam. Alors, cet islamisme est extrêmement divers. On a un islamisme d'État qui est très radical, à l'image de l'Iran, mais aussi à l'image de l'Arabie Saoudite, qui est une monarchie religieuse. On a un islamisme fondamentalisme qui souhaite le retour à l'islam du Moyen-Âge et au califat de Mahomet du Moyen-Âge, qui est repris par les groupes terroristes, d'abord Al-Qaïda et actuellement l'État islamique. Mais on a aussi un islamisme qui a longtemps été plus modéré, qui était compatible avec la démocratie, comme on a pu l'avoir en Tunisie avec le mouvement Ensenada, et comme on a pu l'avoir dans un premier temps en Turquie autour d'Erdogan. Même si on le voit, Erdogan a transformé son pouvoir en un pouvoir autoritariste, et aujourd'hui, on ne peut plus qualifier l'islamisme d'Erdogan comme un islamisme particulièrement modéré. Même si la Turquie est plus nationaliste qu'islamiste dans son fonctionnement. Alors, enfin, dernière cause qui est liée à ces montées de l'islamisme, d'affaiblissement du Moyen-Orient, ce sont les printemps arabes. Les printemps arabes, au départ, ont été des mouvements démocratiques contre les régimes autoritaires nationalistes qui avaient été mis en place à la suite de la Seconde Guerre mondiale. C'est parti de la Tunisie, contre la Tunisie de Ben Ali, puis ça s'est répandu à l'Égypte, au Koweït, à la Syrie, à la Libye. Certaines de ces manifestations se sont transformées dans un nouveau régime politique. Pour la Tunisie, une démocratie islamique. Pour l'Égypte, une phase de régime islamique, puis un retour au pouvoir de l'armée avec un pouvoir nationaliste et laïque très fort. Mais ces printemps arabes ont aussi dégénéré dans le chaos dans un certain nombre de pays. C'est le cas en particulier à la guerre civile en Syrie ou la guerre civile au Yémen, qui sont devenues des guerres régionales et mondiales avec l'intervention des pays voisins et même pour la Syrie, des grandes puissances. Alors, nous l'avons vu au cours de l'ensemble de sujets que le Moyen-Orient est un foyer de conflit pour de multiples raisons. La question des ressources qui intéressent les grandes puissances, la question des minorités culturelles et religieuses qui ne sont pas reconnues dans les États et qui ont des revendications qui se transforment parfois en conflits, et la question des États, avec des États qui restent fragiles à cause de différentes idéologies qui rentrent en conflit entre elles. Comme ouverture, vous pourriez montrer que cette situation conflictuelle est loin de se terminer. On le voit d'ailleurs autour de la crise du Qatar, qui était un allié traditionnel de l'Arabie Saoudite et qui se trouve aujourd'hui isolé, car il tente de faire rentrer l'Iran dans le jeu diplomatique international.